Comment fabriquer des pentacles, des talismans et des pierres de chance selon les méthodes secrètes de la haute magie traditionnelle et hermétique? On voit ça tout de suite. Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Depuis l'aube des temps, les hommes ont cherché à s'entourer de pentacles magiques pour se protéger des dangers de la vie et favoriser aussi la chance. Bien sûr, les légendes et les mythes ont beaucoup alimenté ce phénomène et on trouve de fait aujourd'hui de tels objets de pouvoir et autres porte-bonheur dans à peu près toutes les régions du monde. On sait aussi que chaque tradition spirituelle a sa façon bien à elle de faire ce genre de choses. En Occident, par exemple, l'art de fabriquer de telles figures magiques est appelé talismanie ou art pentaculaire, et on verra d'ailleurs quelle est la différence tout à l'heure. C'est en tout cas l'une des branches les plus populaires de la magie et de la sorcellerie, mais paradoxalement, au regard des initiés en tout cas, c'est aussi l'une des sciences occultes les plus méconnues qui soit, et au sujet de laquelle existent malheureusement de très nombreuses méprises. Et dans cette vidéo, nous allons donc faire le point sur tout ça et rétablir un certain nombre de vérités. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un pentacle? Eh bien, pour faire simple, schématiquement, un pentacle, c'est un symbole ésotérique agissant, gravé sur un support quelconque, la plupart du temps du parchemin, du métal, mais aussi du bois, des cristaux, des os. En fait, on a retrouvé toutes sortes de matières. Ces objets magiques sont en général à usage multiple et théoriquement, il suffit donc de les porter sur soi pour obtenir des avantages surnaturels. On peut donc faire des pentacles pour à peu près tous les domaines de la vie, pentacles de richesse, pentacles de guérison, pour l'amour ou pour les affaires, tout est possible. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les livres de magie populaire consacrent toujours au moins un chapitre sur le sujet et proposent aussi des graphismes vibratoires à reproduire ou pire, à photocopier, et qui sont souvent censés donc agir de manière autonome pour nous apporter ce dont nous avons besoin. D'ailleurs, les commerces ésotériques foisonnent eux aussi de tels artefacts, vous le savez bien, sous forme souvent de petits carrés de papier imprimés, de médailles miraculeuses ou d'autres bijoux divers, lesquels sont fabriqués à la chaîne, on le sait bien, et en particulier pour un public plutôt peu informé, pour ne pas dire ignorant, et surtout pressé. Malheureusement, à l'usage, ce genre de pentacle s'avère souvent très décevant, et nous allons voir pourquoi dans un moment. Alors, on va commencer par une première erreur qu'on voit souvent décrite dans les livres grand public. Un petit peu partout, vous verrez le mot pentacle écrit de deux manières différentes. Tantôt avec un A, tantôt avec un E. Alors à première vue, la différence passe peut-être un petit peu inaperçue, sauf que cette nuance est quand même très importante, parce que dans les deux cas, on ne parle pas du tout de la même chose. Donc, écrit avec un E, le pentacle est relatif au mot grec penta ou panté, qui signifie tout simplement 5. Donc, traditionnellement, le pentacle, c'est la représentation géométrique d'une étoile à 5 branches, comme celle-ci, qui a été également plus tard nommée pentagramme, et que beaucoup de mages et de sorciers, vous le savez sûrement, utilisent très couramment. Le pentagramme est donc l'un des symboles les plus utiles et les plus utilisés dans les arts magiques, et à lui tout seul d'ailleurs il constitue même le support d'une somme considérable de pratiques opératoires. L'une des plus connues a d'ailleurs été immortalisée par les mages de la célèbre Golden Dawn, que vous connaissez sûrement, avec son fameux rituel du pentagramme, qui est devenu très populaire. Entre parenthèses, je vous suggère vivement et à ce propos la lecture du livre de Fred McParty sur les origines réelles de cette pratique du pentagramme. Vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, lorsqu'il est écrit avec un A, le mot pentacle désigne un terme générique relatif à ce qu'on appelle la magie planétaire. On parle alors de pentacle du Soleil, pentacle de la Lune, pentacle de Jupiter, etc. Alors ce mot fut utilisé dans la plupart des grimoires de magie médiévale, par exemple
on connaît les multiples versions des clavicules de Salomon, dans lesquelles on trouve en effet mention du pentacle de Salomon, qui est aussi parfois appelé sceau de Salomon. Alors à l'origine, eh bien, ce n'est pas une étoile à 5 branches, mais à 6 pointes, qui correspond donc à une autre appellation qui est l'étoile de David, cette fois plus en rapport avec le judaïsme qu'avec la magie. Et cette étoile à 6 pointes, eh bien, l'ésotérisme occidental, donc d'Athènes à Jérusalem, en fera un condensé des forces du système solaire, le Soleil étant donc placé au centre de l'étoile, ce qui fait bien cette occurrence comme les 7 planètes du septénaire traditionnel. Donc finalement, attention à l'orthographe de ces deux mots qui portent, vous venez de le voir, à confusion. Une autre méprise très fréquente, elle aussi, concerne le fameux pentacle dit satanique ou luciférien, selon le point de vue, et qui est figuré par un pentagramme, mais cette fois renversé, la pointe en bas, et à l'intérieur duquel on peut soi-disant discerner, selon les versions, une tête de bouc, symbolisant donc le diable ou le démon, et qui a servi cette figure, et sert encore d'ailleurs, à tout un folklore autour de la magie noire. Donc tout ça, c'est très commun, mais par contre, saviez-vous que ce symbole, qui se veut prétendument très ancien, eh bien, n'a en fait été créé de toutes pièces qu'au XIXe siècle seulement. Et oui, on doit à 2 occultistes et auteurs très connus de cette période, Eliphas Lévi et Stanislas de Gaïta, pour ne pas les citer. Donc on doit à ces dommages l'invention pure et simple du pentagramme renversé à l'effigie d'une tête de bouc, une vision donc qui sera tacitement acceptée et reprise sans réserve par l'immense majorité des occultistes jusqu'à aujourd'hui. Alors en réalité, les mages de l'Antiquité, si tant est qu'ils aient réellement utilisé le pentagramme comme on l'affirme avec complaisance dans bien des bouquins, eh bien ces mages-là ne se sont jamais vraiment souciés, ni particulièrement de l'orientation de cette étoile à 5 branches dans un sens ou dans l'autre, parce que, encore une fois, et je vous l'ai dit, ce n'est que véritablement à partir du XIXe siècle qu'on a commencé à systématiser cette orientation et surtout à lui donner une définition polarisée et plutôt maléfique. Donc, quand vous voyez ce symbole de la tête de bouc dans un pentagramme renversé, le fameux bouc de Mendes, comme on dit, qui entre parenthèses, à l'origine n'est pas un bouc, mais un bélier, eh bien quand on vous dit que cette figure remonterait aux satanistes de l'Antiquité ou, je ne sais pas, à Mathusalem, eh bien soyez sur vos gardes parce que, en réalité, cet assemblage très récent, il est très récent donc, et d'autant qu'il a été repris par la suite par Levet, le fameux pape du néo-satanisme des années 70, qui a fait croire lui aussi à tout le monde que ce symbole était très ancien, et il en a d'ailleurs fait un logo pour son église de Satan. Alors, si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie de creuser tout ça, eh bien là encore, je vous conseille la lecture du passionnant livre de Spartacus Freeman et Soror DS sur le Baphomet, qui est un travail vraiment très bien documenté et dans lequel vous aurez tous les détails que je viens d'énumérer ici, plus tout un tas d'autres choses, et vous verrez, c'est très intéressant. Je vous ai mis d'ailleurs en lien, juste en dessous de cette vidéo, les références de ces livres. Abordons à présent une autre confusion qu'on rencontre, elle aussi, assez souvent, et qui associe, là encore, 2 termes qui, techniquement parlant, toujours, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je veux parler de la différence qui sépare les mots pentacle, écrit avec un A, et talisman. Alors, comme on l'a vu, le mot pentacle désigne un genre particulier de figure magique rattachée, vous vous en souvenez, au septénaire planétaire, c'est-à-dire notre système solaire, qui constitue en fait une porte d'accès pour les mages vers ce qu'on va appeler des archétypes, d'autant que c'est d'autant plus vrai que l'étymologie grecque du mot pentacle, pan, P-A-N, signifie tout simplement le tout. Il y a donc bien quelque chose d'assez impersonnel là-dedans, c'est pourquoi traditionnellement l'usage du pentacle est réservé donc à des travaux théurgiques, donc de magie divine, parce qu'il est habité, encore une fois, d'une énergie universelle.
Il va donc agir, ce pentacle, plus comme un régulateur d'ambiance planétaire, à des niveaux assez subtils, il est vrai, pour ne pas dire métaphysiques, contrairement au talisman, qui, lui, va se déployer avec beaucoup plus de précision et au niveau concret, sur le plan terrestre, et pour tout dire, hein, dans le cadre plutôt d'une sorcellerie à caractère un peu trivial, ou en tout cas utilitaire au sens humain du terme. Et c'est pourquoi il n'est pas nécessairement, à partir de là, judicieux d'utiliser un pentacle planétaire pour faire une demande d'amélioration des conditions terrestres, même si ça se fait souvent. Ça, ce sera plutôt le rôle des talismans, parce que d'une part, les talismans regroupent un très grand nombre d'objets et de symboles fétiches, comme, je ne sais pas, les porte-bonheur ou encore certains dessins agissants, et surtout parce que les talismans font la plupart du temps l'objet d'une personnalisation, ce qui n'est pas le cas des pentacles. C'est-à-dire qu'on va les modifier avec des combinaisons de nombres et de lettres qui appartiennent le plus souvent au nom, prénom et date de naissance, quelquefois, donc des demandeurs pour qui on les fabrique. Et on voit beaucoup ça, par exemple, dans la magie arabe. Je rappelle ici que le mot talisman signifie tout bêtement image dans de nombreuses langues anciennes. Alors par exemple, on a télesma en grec, d'où la télesmatique qui consistait à animer magiquement des statues. On a tilsaman en arabe, télème en hébreu, etc. Et voilà pourquoi donc la plupart des cultures traditionnelles ont toujours possédé leur propre talisman et que ceux-ci ont voyagé du coup à travers les âges au cœur des croyances et des magies dites populaires. Si on peut considérer qu'un simple fer à cheval puisse être un talisman de magie des campagnes, par exemple, on comprend bien alors l'écart important qui peut séparer ce petit porte-bonheur d'une figure sacrée appartenant à la haute magie divine, donc encore appelée théurgie. Et à partir de là, je crois qu'il est un petit peu plus difficile de continuer à parler de talismanie pour qualifier l'art pentaculaire des anciens. Mais bon, ce n'est pas si grave que cela dans la mesure où on sait faire la distinction entre un pentacle et un talisman. À présent qu'on a rétabli certaines confusions, parmi les plus fréquentes, je vais aborder un sujet assez sensible pour la bonne raison qu'il est relativement méconnu des occultistes modernes et qui concerne les véritables fonctions et natures des figures pentaculaires qui nous sont parvenues, comme vous le savez, au travers des grimoires de haute magie du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et cette révélation va nous renseigner sur le véritable usage des pentacles et autres talismans de la tradition magique occidentale. Et surtout, cela va nous donner un élément de réponse concernant la très faible efficacité, on le sait, de ces objets magiques en général, en tout cas tant qu'ils sont réalisés selon les indications des livres du commerce. Et pour comprendre de quoi il s'agit, il nous faut du coup remonter très loin en arrière à une époque où les sciences occultes étaient par définition occultes. C'est-à-dire qu'on parlait rarement à ciel ouvert de ces choses mystérieuses que sont la magie, l'alchimie ou encore l'astrologie. Parce que c'était souvent des sciences maudites et que leurs secrets se transmettaient de bouche à oreille et puis bien sûr toujours en petit comité. De fait, à cause de cette activité considérée comme illicite et certainement secrète, les initiés avaient besoin de codes et de symboles pour transmettre leurs connaissances et aussi pour les conserver ou les préserver de l'oubli. Il n'y avait pas encore de disque dur ou de cloud à l'époque. Il fallait donc bien inventer un système de sauvegarde et de mémorisation surtout, et pour ça, rien de tel que les symboles ésotériques, mais assemblés d'une certaine manière pour former ce qu'on va appeler des organigrammes d'informations auxquels seuls pouvaient avoir accès, bien sûr, ceux qui en possédaient le code. Et c'est ainsi que les mages créèrent les différents pentacles que l'on connaît et auxquels on attribue encore aujourd'hui des pouvoirs magiques, alors qu'ils sont en réalité de simples pense-bêtes, c'est-à-dire des formules magiques et métaphysiques couchées sur parchemin, parce qu'on n'avait pas
encore inventé le papier tout simplement, et qu'on pouvait alors mémoriser et transmettre sans risquer que ces informations soient déchiffrées par des personnes non averties. Vous avez un autre exemple flagrant de ce type de procédé occulte avec le tarot par exemple, qui a longtemps constitué, on le sait, un simple jeu de société passant inaperçu dans la foule, alors qu'il est en fait, maintenant c'est un fait évident, un recueil d'images sacrées révélant l'intégralité des étapes du travail initiatique et spirituel. Vous l'aurez bien compris, au lieu d'être de simples figures à reproduire en l'état, les pentacles regroupent donc, graphiquement parlant, un certain nombre de données analogiques, au même titre, pour que ça soit plus clair, pourquoi pas, au même titre que n'importe quel schéma électronique. Donc les pentacles sont la transcription en 2 dimensions de formules magiques qui s'appliquent en réalité, et c'est là le secret que les mages ont bien dissimulé, qui s'appliquent donc en réalité non pas en 2, mais en 3, voire 4 dimensions. Et ces opérations dépassent bien évidemment de très loin la simple duplication ou photocopie d'un dessin agissant. En définitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pentacle écrit sur parchemin, c'est ni plus ni moins qu'une vulgaire carte au trésor, qu'il ne suffit donc pas de reproduire, j'allais dire naïvement, pour posséder ce trésor. Nous sommes bien d'accord. Le pentacle, c'est en fait un pur memento qui dissimule, écoutez bien, toutes les étapes de fabrication de la seule et unique amulette magique utilisée par les mages de l'Antiquité. Or, ce type d'amulette, appelé par les alchimistes pierre de chance, n'ont jamais été réalisés sur du papier, si parcheminé fut-il. Et voilà où je voulais en venir, c'est qu'en réalité, les pentacles des mages ont toujours été confectionnés avec et sur des métaux, et pas n'importe quels métaux, des métaux fondus selon des directives qui appartiennent aux techniques secrètes de l'alchimie traditionnelle tout simplement. Alors vous vous demanderez sûrement comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu se tromper à ce point? Eh bien, selon le poète, comme la mer sur le rocher, le temps use la mémoire, eh bien oui, à force de s'éloigner des sciences divines, eh bien il se trouve que l'homme matérialiste a fini par tout oublier. Et quand de nouveau il s'est intéressé à la magie, eh bien il n'a vu que l'écorce, il n'en a vu que l'écorce et il a tiré des conclusions erronées sur tout ça. En observant les vieux symboles de pouvoir dans les grimoires de colportage qui lui tombaient dans la main, il s'est mis tout naturellement à penser que ces figures hiéroglyphiques et mystérieuses qu'il avait sous les yeux, conjuguées à quelques prières un petit peu obscures, que tout ça lui permettrait tout naturellement d'obtenir le véritable pouvoir magique comme c'était promis dans les livres. Malheureusement, cet homme ignorait qu'il faut également un deuxième ingrédient disponible uniquement pour les initiés pour que ces figures sacrées s'exécutent et agissent vraiment. Et cet élément, c'est évidemment le métal. Encore une fois, pas n'importe quel métal, un métal préparé, comme je vous l'ai dit, selon l'ancien art d'alchimie. C'est ici d'ailleurs qu'il faut comprendre la véritable signification de la consécration magique, qui est censée, en tout cas c'est ce qu'on peut lire dans tous les manuels, qui est censée activer les pentacles et les talismans. Sauf qu'ici, ça n'a plus rien à voir avec quelques prières rituelles et quelques passes magnétiques que les mages débutants exécutent en général sans savoir vraiment d'où ça vient. Même si ces évocations ou invocations magiques entrent quand même, bien sûr, à un moment donné dans la consécration, mais en tout cas, ça ne suffit pas pour déployer totalement la puissance des symboles magiques au sens des opérations que les mages pratiquaient jadis. Ici, vous l'avez compris, il s'agit de toute autre chose, et c'est dans ce contexte que s'opère en réalité, et là je crois que vous l'avez deviné aussi, la jonction sacrée entre la magie, l'alchimie et l'astrologie, c'est-à-dire les 3 sciences mères et inséparables de l'hermétisme. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet des véritables pentacles et talismans de la tradition magique occidentale. Si vous souhaitez en savoir plus et surtout apprendre, pourquoi pas,
de quelle manière exacte s'y prennent et s'y sont toujours pris les mages pour fabriquer de tels objets magiques, eh bien je vous renvoie à une formation que j'ai créée sur le sujet et dont vous trouverez un lien sous cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez appris aujourd'hui des choses intéressantes et si c'est le cas, eh bien faites-le moi savoir avec un petit like ou bien laissez-moi un témoignage sous la vidéo pour partager votre expérience en la matière et pour ne rater non plus aucune prochaine publication avec toujours des révélations surprenantes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à la faire connaître aussi, si le cœur vous en dit, à vos amis qui s'intéressent à ces sujets passionnants. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.